Bonsoir à tous, on est sur la libre antenne en direct, c'est la saison 2 qui repart, 21h minuit. Ce soir on se fait encore une libre antenne, j'ai envie de dire bisso na bisso quoi, entre nous. Alors vous avez vu que j'ai un petit décor derrière moi, on me demandait c'est quoi ce petit coussin rouge. Alors c'est pas vraiment un coussin, c'est... Pour ceux qui voient ce que c'est, ce n'est pas un coussin. Voilà. Donc c'est encore une création de notre ami Axo. Décidément, Axo, je vous dis, il a refait la déco de Meta TV là. Donc on va vous présenter comme ça ces petites œuvres Axo. Alors voilà, un dessus de cuvette de toilette aux armes de Arnaud de Klarsfeld. C'est quand même énorme quoi. Arnaud, voilà, quand je vais aux toilettes, je pense à toi. Petite chatte d'appartement. Je dis pour ceux qui ne peuvent pas lire, voilà. Donc oui, c'est Klarsfeld. Oui, oui, notre cher Klarsfeld. Vous vous rappelez tous la vidéo, on le voit avec le cri, mes amis, mes amis. Voilà, c'est Klarsfeld, voilà l'homme, vous savez, qui est payé par nos impôts et qui travaille pour le gouvernement israélien en étant volontaire dans Tsahal aux gardes-frontières, faut le rappeler. Donc, vous savez, les gardes-frontières, c'est ceux qui traumatisent les Palestiniens au checkpoint. Vous savez, les gens très sympathiques avec des fusils là, qui tapent sur des enfants. Et ben voilà, on a un spécimen ici, autant vous le dire. Alors moi personnellement, si on me dit trop fort Axo, on achète ça où voilà, oui, il y en a plein qui ont reconnu le style à la Axo. D'ailleurs, voilà, sur le chat, vous êtes nombreux. Donc, je vois, il y a Moadi, Berwan, Jean-Guy Sage, Totoni, j'ai vu Verbal Kid. On se demande si sur Facebook il a sauté. D'ailleurs, c'est vrai, c'est pas ce qui s'est passé, mon cher Verbal. John Kundo et Trendy, Mister Kennel, Alex B, Peck, Mister I, Mortel Pain d'épices, Moadib, etc. Vous êtes bien comme d'hab, nombreux les gars. Voilà, donc oui, c'est les créations d'Axo. Bah voilà, Axo en tout cas un artiste qui mérite qu'on s'intéresse un petit peu à ses productions, à ses œuvres, voilà, puisque c'est un artiste dissident et c'est évident, oui, bon, c'est de l'art, on nous parle de l'art contemporain, bah voilà, bah nous on aime bien. Bah voilà, cet art-là, en tout cas, on a refait la déco, je vous dis, ça déchire. Voilà, donc comme j'ai dit, ce soir, on va se faire une émission un peu entre nous. Moi, j'ai vu l'actualité, je suis un peu comme vous, un peu, on va dire, sur les dents, enfin, sur le qui-vive de ce qui est en train de se passer du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. On voit bien qu'il y a une tentative américaine d'attaquer militairement la Syrie en prétextant évidemment ce prétendu EIL, État islamique du Levant, qui État lui-même paraît être téléguidé de loin par les mêmes forces qui avaient animé la guerre en Syrie et les forces de rébellion, évidemment complètement payées par l'OTAN. Alors moi j'ai lu que Hollande allait envoyer 250 militaires français. Il s'agirait d'un encadrement, un peu le même genre d'opération finalement que ce qu'ils ont fait en Syrie. Je veux dire, on prend les mêmes, on recommence, un encadrement de militaires, des djihadistes au front certainement, et cette fois une présence certainement un peu plus marquée de l'armée américaine et des armées occidentales, de façon évidemment à chasser, à faire tomber Bachar el-Assad, puisqu'ils n'ont pas réussi. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont envoyé des troupes, qu'ils ont dépensé des milliards avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, pour essayer de faire tomber ce régime, et ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas fonctionné parce que, quelque part, comme on l'a vu ici, avec Aïssar Medani, avec Bassan Tahan, avec tous ces spécialistes de la Syrie, et Thierry Messant aussi, qui lui-même est à Damas, on l'a eu de nombreuses fois l'année dernière, je veux dire en direct, et qui nous expliquait, on va dire, au jour le jour la situation en Syrie. Le peuple de Syrie, les Syriens, sont derrière Bachar el-Assad. Donc, si les Syriens sont derrière Bachar el-Assad, ça va être très difficile pour les armées de l'OTAN de le faire tomber, à moins de faire évidemment ce qu'on a fait en Irak, c'est-à-dire d'atomiser la Syrie. On en passe par là. On a essayé, alors ils ont essayé évidemment la même technique qu'ils avaient utilisée en Libye, c'est-à-dire on prend des djihadistes, on prend des espèces les éléments les plus fous, les plus dangereux, on les arme, on les encadre et puis on fait croire à une espèce de pseudo-révolution populaire.
Puis on voit bien le bordel maintenant que c'est en Libye, hein, parce que ça, on vous en parle plus. Évidemment, la Libye n'est plus dans l'actualité, n'occupe plus les unes de nos journaux et de nos magazines. Et pour cause, c'est un sacré bordel. Parce que qu'est-ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle? Ce sont que des bandes armées partout. La Libye est devenue incontrôlable. Incontrôlable. Hein. Donc même les premiers du CNT, les machins, ils ont tous lâché l'affaire, ils sont partis, ils ont arrêté, c'était trop le bordel. Ils ont atomisé leur propre pays, hein, pour un plat de lentilles. C'est vraiment lamentable. Et donc, ces techniques qu'on utilise en Libye, on essaye maintenant, on les a transposées en Syrie. On sait très bien que les djihadistes en Syrie étaient amenés par des avions de l'ONU. Ils venaient même de Tunisie, de Libye, d'Égypte, etc. Puis on les fait venir de partout maintenant, on le sait très bien. Ça n'a pas fonctionné. Des dizaines de milliers de djihadistes qui ont débarqué comme ça fait des années sur la Syrie. La Syrie tient encore. Mais là, on est passé à la phase où on voit très bien que les Occidentaux, sentant l'échec, en fait, l'échec de cette opération, veulent accentuer la pression et forcer une intervention militaire avec, évidemment, les armées occidentales à la clé. On a vu, évidemment, Poutine, c'est un peu la clé de cette affaire, puisque on l'avait expliqué ici même l'année dernière, le jeu des alliances et que tout ça s'inscrivait dans une logique militaire, avec évidemment l'armée, je veux dire les forces navales russes qui sont positionnées au large de la Syrie et qui permettent d'effectuer un espèce de parapluie comme ça, qui protège en fait la Syrie d'une attaque américaine. C'est ce qui fait que la guerre de Syrie a échoué l'année dernière. Là, on voit bien que les États-Unis, même militairement, en passent par une autre stratégie, puisqu'ils n'attaquent plus cette fois via la mer, on va dire, et via le côté israélien, mais de l'autre côté, via l'Irak. Donc un Irak qui, vous le savez, a été complètement dévasté par 10 ans de guerre, qui avait précédé d'ailleurs 10 ans de bombardement, faut pas l'oublier, puisque George Bush père, lui, était parti faire la guerre en 91, alors que George Bush fils est venu achever le travail en 2003. Mais entre ces périodes-là, il y a eu Bill Clinton, il faut le rappeler, qui lui n'a pas hésité à bombarder l'Irak et à bombarder sévèrement. On se souvient, vous vous rappelez, certains d'entre vous, j'en suis sûr, les propos de Madeleine Albright, qui était l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, la secrétaire d'État là au département d'État. Et donc cette dame, qu'est-ce qu'elle avait déclaré quand on lui avait posé la question, mais est-ce que vraiment l'embargo a tué des millions d'enfants irakiens? Oui, c'est désolé, mais c'était le prix à payer. Voilà, c'est comme ça que résonnent ces gens-là. Donc, l'Irak, elle était atomisée avant que Bush aille terminer le travail en 2003. Voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vu le nombre de combattants, ne sont-ils pas influencés par des gens français? La question, d'où viennent-ils? Eh bien oui, mon cher Mortal, ça, c'est ça. C'est-à-dire que les combattants qu'on appelle les fameux révolutionnaires, à chaque fois, on a le même principe. Ce sont des gens qui sont recrutés dans les pays islamiques, qui sont recrutés en Tunisie, en Égypte, au Pakistan, on sait qu'il y en a en Afghanistan, il y en a de tous les pays. Partout où il y a des ramifications et des réseaux de renseignement américains, on retrouve des gens qui sont infiltrés, y compris de France. Ne vous faites pas d'illusions. Y compris de France, d'Europe. Les gens viennent d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark, de Hollande, de Belgique, etc. Et la France, elle est particulièrement au cœur de cette nouvelle, on va dire, nouvelle disposition, de cette nouvelle guerre. Puisque on vient directement, et écoutez bien, ça c'est quelque chose qu'on a débattu l'année dernière, mais on va encore beaucoup en reparler cette année, on va chercher dans les banlieues, on va chercher chez les Français, en fait, d'origine africaine, donc venant du Maghreb ou d'Afrique noire, des gens pour ensuite les embaucher, les enrôler dans des opérations qui servent nos intérêts dans ces pays-là pour ensuite, évidemment, ne pas porter le crédit de l'opération. C'est ainsi que nous, on a eu les témoignages ici de plusieurs personnes qui nous expliquaient que sur la Côte d'Ivoire, on enrôlait donc des Noirs africains, enfin d'origine africaine, mais français, ici en France, et qu'on amenait là-bas pour les faire passer pour des rebelles. Alors qu'en fait, ces gens-là interviennent au nom de nos intérêts et sont encadrés par des agents de l'armée française. C'est comme ça que ça se passe. Et s'ils font la même chose au Mali, ils font la même chose
comment dire, au Moyen-Orient, en Syrie. C'est pour ça qu'on a ces filières avec ces mecs qu'on va essayer de détourner en banlieue au nom d'un djihad, etc. Donc on arrive à trouver forcément les plus illuminés et qu'on amène là-bas. Ce sont eux qui amènent ces filières-là. Hein, d'ailleurs, c'est toujours pour ça que je trouve absolument surréaliste le discours en général de nos hommes politiques qui, lorsqu'ils nous parlent de la Syrie, nous disent ah, attention les groupes et les réseaux islamistes qu'on va emmener en Syrie, etc., qui vont fournir les rangs des djihadistes. Mais ces rangs, qui s'occupent de leur logistique, qui les amène? Voilà, ce sont les services de renseignement de l'OTAN qui organisent tout ça. Avec la mainmise, on l'a vu sur la Syrie, de la Turquie, etc. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN, un membre pilier de l'OTAN. Hein. Donc, faut bien comprendre que rien ne peut se passer en Turquie sans que les États-Unis l'acquiescent ça. Il faut bien comprendre comment le principe de la mécanique qui peut fonctionner. Un pays comme la Turquie, bien évidemment, qu'ils sont mouillés jusqu'au cou dans cette affaire syrienne. Hein, d'ailleurs, ça se sert en Turquie. Peut-être qu'on nous regarde là en Turquie. Mais en Turquie, les gens le savent, ils manifestent. Hein. Erdogan, il est très loin d'avoir l'unanimité en Turquie. Les gens savent parfaitement que la classe politique turque est corrompue aux intérêts américains. Et ça ne plaît pas, d'ailleurs, à l'ensemble des Turcs. Hein. Ça, c'est un débat très tabou sur la table en Turquie. Il faut le dire. Alors, les Européens passent par la Turquie, sont formés par des agents français. Ben voilà, Alex B, ben voilà, on est sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est la position de l'Iran? Ah, c'est intéressant ça, Rousseau. La position de l'Iran, on en avait parlé ici beaucoup justement avec Thierry Messant, un grand spécialiste sur cette question. Et il pense que l'Iran a modifié en fait et passé en fait un espèce d'accord tacite en fait avec les États-Unis en se disant que plutôt que d'être et d'avoir ce rôle d'une puissance, on va dire une espèce de puissance politique qui vient un peu jouer les troubles-fêtes sur le plan international, d'enlever cette dimension politique pour ne devenir qu'une puissance économique régionale. Voilà. Donc l'Iran aurait troqué, entre guillemets, son panache de représentants de la dissidence impériale contre une place économique un peu plus confortable. Et à ce moment-là, on peut se demander, oui, quel sera le jeu politique de l'Iran dans, évidemment, un conflit de cette nature à ses portes. Est-ce qu'ils vont faciliter comment on appelle ça, j'ai envie de dire, le déploiement des armées de l'OTAN? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, parce que quand même, il faut bien comprendre aussi la géopolitique de cette région. Si la Syrie tombe, vous savez, c'est l'Iran la prochaine cible. Il ne faut pas se leurrer. Ils veulent faire tomber la Syrie pour avoir l'Iran. Donc, on est dans une espèce de jeu d'échecs assez compliqué. Mais on sait que le président Rouhani, pour le moment, il donne plutôt des gages de cette politique, c'est-à-dire l'Iran qui troquerait, entre guillemets, une espèce de passeport international qui lui permette de se présenter partout et puis de vendre son pétrole à tout le monde, en échange, si on veut, voilà, une espèce de respectabilité internationale en échange d'une bonne place économique et d'un arrêt de l'embargo, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Si l'Iran lâche la Syrie, la Russie lâche l'Iran. Ça va être très compliqué, oui, oui. On est dans un jeu très, 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 très compliqué. Oui, effectivement, la position et les décisions de l'Iran vont être hyper importantes, très, très importantes. On me dit, alors c'est Trendil qui dit, il y aurait selon la CIA entre 20 000 et 33 000 djihadistes dans l'EIL, armés avec du matériel français, américain et britannique. Oui, ils sont avec des FAMAS. Ah, ben voilà. Ouais, on avait vu cette information. Ils avaient tous des FAMAS, les mecs, mais des FAMAS tout neufs. Des FAMAS sont perdus, faut croire que voilà, tout ça est atterri dans les mains de l'EIL. Quand on vous dit que l'EIL c'est une escroquerie, que c'est une filiale même des armées de l'OTAN, donc penser qu'ils ne sont pas du côté des États-Unis, alors que le grand représentant de l'EIL avait déclaré dès les premiers jours, oui, Israël n'est pas notre ennemi, etc., etc. Donc c'est quelqu'un, on savait parfaitement ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, la CIA française, la France-Afrique. Ouais, la France-Afrique. La France, justement, la France maintenant est devenue ce cheval de Troie des États-Unis, dans la soumission totale
dans laquelle le pays se trouve, on voit que quand on va opérer pour le compte d'une opération en Afrique, c'est pour le compte de sociétés américaines. Hein, comme on l'a vu, quelque chose, on va revenir sur la Côte d'Ivoire, où on l'avait détecté, et sur la Côte d'Ivoire, c'était exactement ça, puisque c'était Cargill qui avait racheté tout le cacao, etc. Donc, voilà, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal que voilà, les Français sont intervenus pour soutenir les entreprises américaines. Et on le voit dans tous les cas, c'est comme ça, puisque pour la Centrafrique, on sait très bien qu'ils cherchaient à donner des concessions à la Chine et à l'Afrique du Sud pour l'exploitation de l'uranium, hein, le président Bozizé. Et à partir de ce moment-là, hop, il se prend une rébellion sur le dos. Hein, c'est toujours la même chose. Donc oui, voilà, on voit bien pour le compte de qui hein, on enrichit. Voilà. Qui est-ce qui... Alors, c'est un traîné, il me dit, l'Iran a tout intérêt à négocier. Ils ont 1000 centrifuges pour enrichir l'uranium. Voilà. Bah, ils essayent, oui, ils essayent. Effectivement, ils essayent. Ils essayent. Ça va être compliqué. Tiens, on me parle, je vois Jacob, votre avis sur l'arrivée de Russia Today en français. Ah, bah écoute, c'est un projet qui nous intéresse de très près. En tout cas, on va suivre ça de très près parce que, voilà, il y a peut-être même des possibilités que nous collaborions avec Russia Today en français, parce qu'évidemment, oui, cette chaîne russe, que certains connaissent, d'autres certainement peut-être pas, donc qui est l'équivalent de la plus grande chaîne d'infos russe, on va dire, hein, qui est complètement soutenue par, évidemment, l'État russe, qui existe déjà, donc une version en anglais, en russe évidemment, mais aussi en arabe, en espagnol, et donc maintenant, ils vont avoir une version en français. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Russia Today est une chaîne, en tout cas pour ceux qui connaissent la version anglaise, avec une liberté de ton et une qualité en fait des reportages qui est assez saisissante. Hein, parce que quand je parle de liberté de ton, c'est aussi bien dans la critique d'en face que dans leur propre critique. Hein, parce qu'ils ont beaucoup plus d'objectivité que n'importe laquelle de nos chaînes d'information françaises. Hein. Là, il n'y a même pas à faire, il y a même pas photo, hein, si j'ose dire. Parce qu'au moins, pour ce qui est des chaînes comme Russia Today, ils ont quand même le mérite que lorsqu'ils font un reportage, y compris sur Poutine, sachant que Poutine, je crois en 3 années d'existence sur la chaîne, il n'a donné qu'une interview. Hein, qu'on n'aime pas nous dire qu'il squatte la chaîne. Hein. Et donc, Poutine, voilà, il le critique ouvertement. Alors évidemment, d'ailleurs, il y a même la fameuse polémique avec Abby Martin, hein, qui avait sévèrement critiqué Poutine sur l'histoire de la Crimée à l'époque, qui avait fait un édito anti-Poutine sur Russia Today, et qui avait quand même été conservé au sein de la chaîne. Bon, voilà. Donc, comme quoi, non, moi je suis plutôt, content d'apprendre qu'il y aura Russia Today en français. Voilà. Samwang, hello, je suis en retard. Samwang, salut mon pote. Alors, qu'est-ce que vous dites encore? C'est comme Al-Qaïda, lisez les armées secrètes de l'OTAN. Bah, je suis dessus en ce moment, sur les armées secrètes de l'OTAN, dont Salus là, qui dit ça. Et c'est vraiment ça, effectivement. L'OTAN n'a jamais arrêté, en fait, ses projets d'armées secrètes, ça a toujours continué. Et aujourd'hui, on voit bien que sur des théâtres d'opération comme on les a vus en Afrique du Nord, en Proche-Orient, il s'agit non plus d'armées secrètes, mais de véritables armées de mercenaires. Hein. Alors oui, secrètes quelque part, parce qu'elles sont sous nos yeux, mais évidemment, la masse médiatique, hein, la masse de cette masse informe de journalopes, tous, hein, je veux dire, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, qui est incapable d'expliquer qui s'occupe de la logistique, qui est derrière ça. Et ça avait commencé depuis longtemps, hein, parce que pour ceux qui s'en rappellent, les armées comme ça de djihadistes qu'on emmène sur un théâtre d'opération pour, on va dire, effrayer la population et semer le désordre et le chaos et la terreur, c'est une technique qui a été utilisée en Bosnie à l'époque, et qui a été utilisée pendant la guerre, aussi la fameuse guerre de Yougoslavie. Et ça, à l'époque, on était un peu plus, on passait un peu plus à côté. Hein. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé quand les gens nous disaient, voilà, oui, il y a des bandes de djihadistes. Voilà, on pensait que c'était les musulmans bosniaques, etc. Et on a appris, donc ça des années après, que finalement, en décryptant un peu ce qui s'était passé dans cet endroit-là, que c'était pas du tout ça. C'était complètement différent. C'était des bandes amenées de l'extérieur qui avaient été aussi préparées, encadrées
pour semer la terreur et augmenter, je veux dire, la violence dans cette région, et d'ailleurs qui a mené au chaos total, hein, à l'explosion du pays. Donc, les techniques qui ont été utilisées déjà pendant la guerre du Kosovo, la guerre de Yougoslavie dans les années 90, ont été, pour moi, des techniques de guerre qui ont servi à modéliser la façon dont on allait traiter la communication de la guerre dans les guerres qui allaient suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé après, particulièrement évidemment avec après le 11 septembre, alors là où on avait l'excuse absolue, tu vois. L'excuse absolue. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Euh, alors, sinon, on a des nouvelles de Ben Laden, il tient à barre à Hôtesse, oui, tu m'étonnes, ouais, non, mais c'est vrai que l'histoire de Ben Laden était quand même assez fabuleuse, hein. Ils nous ont fait la guerre quand même, 10 ans de guerre absolue, donc à partir de septembre 2001, quand même, pour nous apprendre 10 ans plus tard que Ben Laden, il était au Pakistan, alors il était plus en Afghanistan, qu'il était visiblement, il vivait normalement. Alors on nous dit au départ c'est dans un village et puis on a machin, il a été tué, mais bon machin on comprend pas. Puis à la fin on nous dit que son corps on l'a jeté, puis finalement on l'a pas jeté. Puis, mais qu'est-ce que c'est que cette folie quoi? C'est de la donc non Ben Laden oui j'ai beaucoup de doutes. Puis il y avait aussi l'interview de Benazir Bhutto qui a précédé, qui était elle antérieure à cette affaire hein, de Ben Laden au Pakistan, qui annonçait clairement que Ben Laden avait été exécuté par le chef de l'ISI, donc les services secrets pakistanais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Voilà. On a bien voulu, oh là là, on a eu la bienveillance de vouloir nous le dire du côté des Américains. Moi, je me rappelle aussi d'un débunkage d'une histoire de photo. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez aussi. On nous avait montré la photo de Ben Laden mort. On nous l'avait annoncé sur toutes les chaînes comme étant l'image officielle fournie par la CIA pour finir avec finalement une explication complètement bidon au bout de 2 heures, puisque l'affaire était débunkée, qu'il ne s'agissait pas de la photo de Ben Laden, mais d'un trucage Photoshop. On nous dit, ah ben non, mais c'est des photos qui circulent sur Internet. Hein, alors que moi, je me souviens des journalistes qui disaient, voilà, les photos nous ont été fournies par la CIA. Donc à un moment donné, ça a quand même été assez dingue. On me dit, ouais, c'est quoi la position de la Chine? Qu'attend-il pour agir? Alors, ça, c'est la bonne question, Tony. On sait que la Chine, ils sont en état d'alerte, hein, les Chinois. Et ça fait longtemps, on l'avait vu ici avec comment dire, Alain Benajam, quand on avait étudié les stratégies militaires et les équipements des grandes armées. Et on avait parlé, donc vous savez, de cette stratégie avec l'île du monde, et le Heartland, etc., machin, et la stratégie britannique. Puis on avait parlé le collier de perles, qui était la stratégie chinoise. Et en fait, les Chinois installent des bases, on va dire, marines et sous-marines, de façon à qu'ils puissent accueillir leur marine, en sécurisant, en fait, toute la route de l'approvisionnement en pétrole, c'est-à-dire en partant quasiment du golfe Persique jusqu'à la Chine, quoi. Et donc, ils ont construit comme ça des petites bases un peu partout pour sécuriser leur route de l'approvisionnement en pétrole. À suivre, hein. Vous savez qu'il y a des grandes tensions aussi en Chine du Sud, entre évidemment les Philippines, Taïwan, qui sont des bases américaines, hein, donc juste en face de la Chine, la Corée du Sud, le Japon. Et donc forcément, les Américains font exprès de mener des manœuvres dans cette région, ce qui a le don d'exacerber quand même les Chinois et de faire des frictions. Puis on se bat aussi pour certaines îles entre le Japon et la Chine. Il y a eu des accrochages entre des bateaux, etc. C'est très tendu. Cette région est très sous tension. D'ailleurs, vous savez, c'est une région où subsiste encore la marque de la Seconde Guerre mondiale et les deux Corées qui sont un héritage même de la Seconde Guerre mondiale, hein. Alors que les deux Allemagnes ont été réunies quand même depuis maintenant plus de 20 ans, les Corées, elles, sont toujours séparées. Voilà, donc c'est quand même autre chose. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Cette guerre contre Bachar est une provocation de plus contre la Russie. Quelle va être la réaction de Poutine? Eh bien, moi, je pense que Poutine sera droit dans ses bottes, comme il a toujours été. Seulement, là, à chaque fois, on a l'impression qu'on va un peu plus vers la provocation. À un moment donné, la Russie va certainement faire une réponse militaire. Parce que la provocation, comme l'a fait, on l'a vu ce qui s'est passé en Ukraine, hein, vous savez, quand voilà, le régime de Kiev abat, hein, c'est un avion
de ligne, hein, et fait passer ça pour les Russes, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas les Russes. Hein. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment très particulier, hein, ce qui est en train de se passer. Donc on va voir comment vont évoluer les choses, mais je sais que ça n'envisage rien de bon pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Il a pas monté une boîte de porno, Ben Laden, Victor Dubdub, ça, oui. La mort de Ben Laden est aussi réelle que les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a il y a eu quand même une sacrée dose de mensonges, en fait, hein, depuis qu'ils ont commencé. Ce qui fait peur, c'est qu'on constate qu'ils peuvent virtuellement mettre en œuvre des guerres civiles aux quatre coins du monde. La question critique est de savoir si une telle chose ne serait pas mise en place en France consécutivement à l'élection d'un parti non aligné aux désidérata européens atlantistes. Je ne vois pas comment gérer cela et prendre des contre-mesures. Ah, alors ça, c'est super intéressant, Aliens qui dit que effectivement, si en France, on arrivait évidemment à un renversement politique et à un gouvernement qui refusa toute négociation avec les atlantistes, avec voilà, quelqu'un qui dit non. Voilà, hein, l'homme qui dit non. Et est-ce que cet homme-là se prendrait pas, oui, des retours de djihadistes? Mais moi, je pense qu'on peut parfaitement l'envisager. Hein, et puis, ce serait une belle façon de fracturer la société française avec des bandes armées, hein, qui viendraient semer le chaos et le trouble. Alors, il faudrait quand même qu'ils aient des bases d'appui, hein, pour pouvoir se réfugier, parce que la France a les moyens de se défendre. Hein, c'est-à-dire que si maintenant on a une armée, hein, avec les bonnes personnes aux commandes, on aura les moyens de se défendre, évidemment, contre des bandes armées. Par contre, ça va tirer dans le tas, quoi. Ça va être un sacré beau bordel. Je pense qu'effectivement, ils ont les moyens de foutre le bordel. Ils ont les moyens de foutre le bordel en France, comme ils l'ont fait. Regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie. Hein. Alors on va me dire, oui, c'est vrai, moi aussi j'en avais parlé ici, alors j'en ai beaucoup parlé depuis avec les Yougoslaves, effectivement. C'est compliqué parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais il y avait des différences, mais il n'y en avait pas, etc. Bon, en tout cas, c'était un héritage, en tout cas, ce qu'il est vrai, un héritage de la Première Guerre mondiale. Et il est vrai que l'Allemagne, hein, a cassé les pays issus de ce traité de Versailles, hein, donc c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Bon. L'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Voilà, c'est un Su-27 ukrainien qui a détruit le vol MH17, 117. Tout à fait, mon cher Alex B. Et pourtant, on avait essayé de mettre tout sur le dos de la Russie. Hein, dans toutes les éditos, dans tous les journaux, on nous a expliqué c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie. Hein. Mais là, aujourd'hui, on sait que c'est Kiev. Donc c'est quand même énorme. On a essayé d'emmener la Russie, en fait, à s'attaquer directement, en fait, que la Russie puisse rentrer dans un conflit militaire et donc dans une confrontation directe avec le régime de Kiev, ce qui aurait pour conséquence immédiate, évidemment, de couper la Russie du reste de l'Union européenne. Et on voit bien que les Américains ont tout intérêt à emmener l'Union européenne et l'ensemble de l'Europe dans un troisième conflit mondial dans lequel ils tireraient leur marron du feu, puisqu'évidemment, les pays qui seraient atomisés dans cette troisième guerre mondiale encore, c'est nous, encore, les pays d'Europe, certainement pas l'oncle Sam. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à ramener le trouble et le désordre en Europe, de façon à ce que l'Europe se fracture et que nous rentrions en conflit entre l'Union européenne, les Russes, etc., avec des pays, on sait très bien, comme la Pologne, etc., qui sont alliés des États-Unis. Donc oui, ils ont tout intérêt à atomiser l'Europe. Hein. C'est presque une sortie salvatrice, salutaire pour les États-Unis. Hein, pour $1, on sait très bien, une monnaie de singe qui est en train de s'effondrer, un privilège qui est en train de tomber, puisque aujourd'hui les pays, vous savez très bien que les BRICS, hein, ont passé un accord, là, BRICS ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont décidé de favoriser en fait entre elles le fait qu'elles ne doivent plus utiliser le dollar. Hein, c'est ce qu'avait mis en place Kadhafi, c'est pour ça qu'il est tombé, parce qu'il avait voulu mettre son dinar or en place, et 45 pays d'Afrique avaient accepté. Ils voulaient mettre aussi le FMA, le Fonds monétaire africain, hein, qui devait à l'époque
2 mois avant sa chute, ouvrir évidemment au Cameroun, c'était à Yaoundé, me semble-t-il, hein, le siège social. Et donc c'était un fonds qui avait pour objectif, ni plus ni moins, de virer le FMI. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça, puisque la véritable, comment dire, le fonds de départ en fait du FMA était équivalent à la dette de tous les pays africains envers le FMI. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc il voulait rompre la tutelle qui existe et le rapport de domination entre le FMI et on va dire entre l'Occident et l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il a payé très cher. Voilà, vous avez vu, la Libye a été atomisée pour ça. C'est ça le véritable jeu, le véritable enjeu des guerres qui se cachent. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Hein. Après, tout le truc, le discours, mais Kadhafi, c'est un méchant, oui, mais... Non, il faut comprendre la stratégie, la géopolitique hein, qui est en train de se jouer. Un Kadhafi, oui, bah peut-être qu'il n'a pas fait que des choses bien, mais en même temps, quand on est dirigeant, chef d'État et qu'on se bat contre ces forces-là, est-ce qu'on n'a pas le choix de prendre des décisions à un moment donné un peu plus, je veux dire, qui paraissent peut-être brutales pour le simple mortel hein, parce que là, on parle d'enjeux qui touchent tout le continent. Hein, Kadhafi ne se battait pas simplement pour sa bourse, comme on nous a pu faire comme on nous l'a fait croire, ou pour simplement la Libye, que je rappelle, qui était le pays le plus riche d'Afrique, et dans laquelle les millions d'immigrés africains qui y travaillaient bénéficiaient de larges droits sociaux, de très bons salaires et d'un très bon traitement, avant la chute justement du régime de Kadhafi, et la chute provoquée, hein, le coup d'État mené par l'OTAN, et depuis, c'est le bordel. Et depuis, la Libye est retournée à l'âge de pierre, un pays où les gens vivaient très bien. Hein, donc, il faut remettre les choses en place. Une question sérieuse, c'est pas de la provocation, mais est-ce qu'une méta-TV russe pourrait exister en Russie? Franchement, je le crains que non. À moins qu'on ait énormément de moyens. On a tenté les expériences de filiales, on va stopper ces expériences parce que pouvoir faire une filiale comme on voudrait l'imaginer et garder un contrôle dessus parce qu'il s'agit d'un contrôle. On ne peut pas créer un outil Meta TV et puis déléguer comme ça ensuite, hein, comme une espèce de souveraineté à quelqu'un le droit d'utiliser notre nom sans que nous y portions nous-mêmes une attention particulière et que nous gérions, je veux dire, ce qui se passe. C'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit de notre nom et donc de notre implication. Et le fait d'être loin, c'est une contrainte pardon, qu'on ne peut pas gérer pour le moment, parce que ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir gérer cette contrainte. Il faudrait qu'on ait des véritables représentants. Donc, un méta-TV russe, pour le moment, non, sauf si quelqu'un prend voilà, l'initiative de faire ce qu'on fait par lui-même et qui le fasse. Et voilà, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a d'équivalent je veux dire, de télé comme la nôtre, un peu en Europe, etc. Non, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives en France qui se font. Je pense quand même que nous, on a œuvré à ouvrir des terrains qui n'existaient pas, en particulier le fait d'apporter un flux, du direct, une interaction, tout ça, ce sont des nouveautés. Hein, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple là pour vous dire que si quelqu'un en a un, bah, qu'il le donne, mais j'en ai pas. Donc la possibilité, elle est que les autres pays peuvent aussi voilà, prendre des initiatives et se structurer de la même façon. Hein, je veux dire, moi en France, ce que j'apprécie, c'est que je le pense, il y a un génie français. Il y a un génie français naturel qui est en train de s'exercer. Et ce génie français, il fait que, eh ben, on aime créer, voilà, Meta TV, c'est une pure création française. Et dans l'esprit, dans la conception, etc. C'est purement français. C'est-à-dire, voire un petit peu africain. Ça va pas plaire à tout le monde. Il y a un petit côté africain dans le système D. C'est la patte africaine, ça. Mais après, sinon, bah oui, on fait appel, moi je pense qu'il y a un génie français, il y a un esprit de création très très fort en France, très puissant, et que le jour où la France, justement, redeviendra véritablement la France est certainement un pays qui a, oui, un grand rôle à jouer, oui, un grand rôle à jouer, que les Français
sont une population, j'ai envie de dire, incroyable, hein, incroyable de diversité, incroyable d'imagination, incroyable de technicité, de- j'ai presque envie de dire aussi de spécialisation. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bien intégré, tu vois, cette année où je me suis bien rendu compte de ça. Donc franchement, oui. Hein, la France, voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Tout là-haut, il me dit, je pense que la France a une telle symbolique qu'ils n'oseront peut-être pas la bombarder sans devoir se dévoiler. Bah oui, disons que la France, effectivement, on pourra s'attaquer à nous comme on s'attaque justement à ces pays avec on va dire, ces techniques, ces nouvelles techniques, donc très sophistiquées, avec des gens qui sont payés, des djihadistes, etc. Ou voilà, des mecs là, puisque les mecs qui sont partis là-bas, ils ont toujours les contacts, puis ils vont revenir en France et puis ils pourront servir. Hein, ce sont des cellules dormantes pour pouvoir aussi s'en servir. On l'a vu avec Mohamed Merah, on l'a vu avec le Débouche là qu'ils avaient arrêté, etc. Des gens comme ça qui sont très liés avec des services secrets. Hein, et puis ça finit très mal pour eux en général. Et donc ils ont cette possibilité-là. Mais la différence, et c'est là que ça va se jouer, c'est que nous, sur tout un tas d'autres plans, nous avons les moyens de nous défendre que des pays comme la Libye ou la Syrie n'ont pas. C'est-à-dire, je creuse, euh, nous avons premièrement des moyens militaires, des moyens de sûreté que ces pays n'avaient pas, mais si on les met vraiment à notre disposition, eh ben, ce seront des moyens de protection hein, qui peuvent être très efficaces et redoutables, mais aussi nous avons en plus de ça des moyens voilà, de médiatisation, vous savez, voilà, d'équipement. En Libye, il faut savoir que les gens n'étaient pas très équipés en Internet, ça arrivait à peine. Il n'existait pas il y avait quasiment très peu de journaux, de chaînes indépendantes libyennes, etc., etc. Donc tout ça arrivait à peine. Pareil en Syrie. Alors qu'en France, on connaît un énorme développement de ce côté-là. Donc ce qui veut dire que pour les personnes qui voudraient justement s'attaquer à la France, il va falloir qu'elles fassent aussi avec ces réseaux-là. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué, effectivement, qu'en Libye ou en Syrie. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à la tenir. Ils ont intérêt, mon Dieu, à ce qu'il ne se passe rien en France, parce que la France, par définition, tout ce qui se passe ici et tous les phénomènes qui ont des grandes ampleurs en France influencent le reste de la planète. On l'a vu à tous les niveaux. Hein. Et précisément pourquoi l'agenda américain et les autorités américaines, on voit à mettre le paquet sur la France, pour tenir la France. Il ne faut absolument pas que la France soit en roue libre. Ça, mais surtout pas. Il faut que la France soit dans le giron américain et bien sage. Voilà, hein, tu bouges pas. Voilà, c'est ça c'est ça comme ça qu'il aime la France. Hein. Mais surtout pas une France en liberté, parce qu'une France en liberté, eh ben, c'est un peu comme la Libye. Vous voyez, elle a plein d'idées. Elle a plein de bonnes idées. Et ça, il faut surtout pas. Donc, moi, je le pense vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah tiens, Menz, il me dit, pourquoi les 45 autres pays en accord avec la Libye ne l'ont pas aidé à se défendre? Bah, la tristesse de tout ça, mon cher Menz, c'est qu'il y a une réalité derrière. C'est que déjà, dans les 45 pays, effectivement, qui, comment dire, qui participaient à ce projet avec la Libye, beaucoup de dirigeants déjà sont corrompus. Parce qu'on aurait aimé effectivement un peu plus les entendre. Le peuple, lui, a manifesté. Il faut le savoir qu'il y a eu énormément de manifestations en Afrique. Ça a été occulté au moment, évidemment, de la guerre en Libye, mais des manifestations de soutien au Nigeria, au Mali, au Congo, etc. Il y en a eu plusieurs, tu vois, de manifestations, de grandes manifestations en soutien à Kadhafi. Ce qu'on ne voyait pas, évidemment, qui n'était pas montré. Secondo, les personnes, en fait, comment dire, les pays africains, il y a une triste réalité, c'est qu'ils n'ont même pas les moyens militaires de pouvoir s'opposer aux pays de l'OTAN. Parce que 45 pays d'Afrique ne sont pas capables de mettre en commun une grande force militaire et puis de déclencher une guerre contre l'OTAN, puisqu'ils ne peuvent pas ignorer cette situation. Donc, d'autant plus qu'au même moment, un peu précédemment, il y a eu l'épisode de la Côte d'Ivoire, qui était quand même assez incroyable, quoi. Hein, et l'intervention directe de l'armée française, qui, je le rappelle, est quand même l'ancien colonisateur. Parce que ça, c'est choquant à l'étranger. Hein. Vous savez, en France,
on a toujours cette vision un peu paternaliste avec l'Afrique, on intervient en Afrique, c'est normal. Hein. Quand j'entends parler des hommes politiques, y compris Marine Le Pen, non, mais c'est normal. Hein. La France est un ADN, comment dire, la France serait génétiquement programmée pour intervenir en Afrique. Quand la France intervient en Afrique, c'est normal. Et pourtant, la France est l'ancienne puissance colonisatrice. Donc ça, c'est particulièrement choquant à l'étranger. Donc, puisqu'on se dit comment ça, c'est l'ancien colonisateur qui lui-même intervient dans un conflit national pour débouter un président en place.